Un servant de flak sur 5 seulement a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Derrière ce chiffre, il y a une arme née pour viser le ciel, puis devenue l'un des tueurs de chars les plus redoutés du conflit. Au début des années 30, l'Allemagne réarme malgré le traité de Versailles, qui interdit chars, aviation, artillerie et autres armements. Officiellement, rien ne bouge. En coulisses, tout avance. La Première Guerre mondiale a déjà montré que l'avion ne quittera plus le champ de bataille. Et les nouveaux bombardiers promettent de voler trop haut pour les fusils et la DCA légère, tout en emportant de quoi raser des pâtés de maison. Les ingénieurs de Krupp reçoivent donc une mission simple à dire, terrible à réussir. Créer un canon anti-aérien rapide, puissant, capable d'atteindre ces menaces avant qu'elles ne frappent. Après essais, ratés et corrections, cette demande donne naissance au 8,8 cm Flak 18. Flak vient de Flugabwehrkanon, le canon de défense contre avion. Le mot finira même par vivre sa propre vie. Ici, pourtant, il désigne d'abord une mécanique très précise, envoyer des obus à grande vitesse, réglés pour exploser à une altitude donnée, au milieu des formations de bombardiers. Un impact direct détruit sans peine un appareil de l'époque. Un éclatement proche suffit à lacérer une aile, un moteur ou le poste de pilotage. Le canon pivote vite, monte vite, grâce à son affût cruciforme. Son tube peut descendre à -3 degrés et grimper jusqu'à 85 degrés, ce qui ouvre déjà la porte au tir contre des cibles au sol. L'ensemble pèse environ 7 tonnes, serti par 10 hommes, et se remorque par camion ou semi-chenillé. Cette mobilité colle aux tactiques de Blitzkrieg que l'Allemagne prépare. Une équipe bien entraînée peut le mettre en batterie très vite, parfois même tirer dans l'urgence sans quitter les roues. Mais la face sombre arrive avec la guerre qui se retourne contre l'Allemagne. Dans les unités de Flak, on voit de plus en plus d'hommes âgés, de blessés, de très jeunes garçons, et aussi des femmes, surtout aux transmissions et aux radars. Plus d'1 200 000 personnes servent dans la défense anti-aérienne de la Luftwaffe, presque la moitié de toute l'arme. Avant d'en arriver là, le 8-8 révèle surtout une chose. Tout son environnement est pensé pour le rendre efficace. En Espagne, pendant la guerre civile, quelques pièces partent avec le corps expéditionnaire allemand. Les essais au combat convainquent vite le haut commandement. Pourtant, personne ne mesure encore jusqu'où cette arme va déborder son rôle initial. En Espagne, le 8-8 sert donc à tout ce que le champ de bataille lui présente. Avions, bunkers, positions d'infanterie et déjà des chars. Les blindés de l'époque n'ont souvent qu'un blindage capable d'arrêter les armes légères. Face à un projectile anti-aérien lancé à très grande vitesse, ils n'ont presque aucune marge. Quand la guerre mondiale éclate, en 1939, l'Allemagne possède un peu plus de 2600 canons de Flak. C'est environ 2 fois le parc britannique, tandis que l'Amérique en aligne alors très peu. La prévision allemande se confirme, et près de 21 000 8-8, toutes versions confondues, seront produits pendant la guerre. Mais servir ces pièces coûte cher. Le Flak 36 apporte un tube en plusieurs sections, plus facile à remplacer, un nouvel affût Lafette 36, un bouclier d'acier et de petites améliorations d'ergonomie. Le tube s'allonge, et l'obus reçoit une douille de propulsion plus longue, ce qui pousse encore la vitesse initiale. Puis vient le Flak 37, avec des instruments de pointage améliorés, et surtout, une transmission de données depuis un poste central de conduite de tir. Pour les cibles terrestres, les servants disposent aussi d'une visée directe. Mais dans le rôle anti-aérien, le vrai saut vient du calcul mécanique. Relié à des télémètres, à des appareils acoustiques puis à des radars, ce calculateur analogique envoie automatiquement les données de pointage au canon de la batterie. L'équipe centrale suit l'objectif, estime sa vitesse et son altitude, puis oriente plusieurs 8-8 vers le point où les obus doivent rencontrer l'avion. Le problème, c'est le temps. Selon l'altitude, un obus peut mettre plus de 20 secondes avant d'arriver là où il doit éclater. Il faut donc calculer la trajectoire future de l'avion, pointer le canon en avance, puis régler la fusée chronométrique pour que l'explosion se produise au bon moment. Les Alliés développeront des fusées de proximité qui transformeront l'efficacité anti-aérienne et les garderont comme secret très sensible. Les Allemands, eux, ne parviennent pas à déployer une fusée de proximité vraiment efficace. Ils restent donc aux fusées à temps, moins fiables. L'obus éclate trop tôt ou trop loin. Malgré cela, le volume de feu d'une batterie suffit à condamner des appareils. Avec le temps, les Alliés brouillent les radars et multiplient les contre-mesures électroniques. Le rendement chute. On passe en moyenne d'environ 4000 obus pour abattre un bombardier à près de 16 000. Mais ce chiffre ne rend pas l'expérience moins terrifiante. Pendant toute la guerre, la Flak reste un passage obligé dans le ciel allemand.
Elle abat des centaines d'avions alliés, tue des milliers de membres d'équipage, ou les force à sauter en parachute au-dessus d'un territoire contrôlé par l'Allemagne. Les Alliés le savent et frappent les batteries par tous les moyens. Avec environ 820 mètres par seconde à la bouche et une portée verticale utile proche de 7900 mètres, le 8-8 atteint la plupart des bombardiers alliés. Au sol aussi, sa trajectoire tendue et sa précision à longue distance font des ravages. La culasse semi-automatique à coin coulissant autorise jusqu'à 20 coups par minute. Après le tir, le recul éjecte automatiquement l'étui vide. Dès qu'un chargeur introduit un nouvel obus, le départ peut même se faire à l'insertion. L'obus de 88 mm pèse un peu moins de 10 kg, dont environ 1 kg d'explosifs. L'enveloppe d'acier se fragmente en éclats meurtriers. Autour de chaque nuage noir, des milliers de fragments partent à grande vitesse dans un rayon dangereux d'environ 10 à 15 mètres. Les bombardiers, couverts d'aluminium et peu blindés hors des éléments vitaux, encaissent très mal ce traitement. Les canons plus lourds, de 10,5 et 12,8 cm, tirent des obus de 15 et 26 kg. Ils sont plus rares, mais dévastateurs. Reste la question décisive. Comment ce canon anti-aérien est-il devenu un tireur anti-char? Au-dessus de l'Europe, la Luftwaffe règne encore assez pour laisser les batteries anti-aériennes presque sensibles. Mais au sol, le canon de 88 mm découvre un autre métier. Face au char B1 français ou au Matilda II britannique, les pièces de 37, parfois même de 50 mm, mordent à peine l'acier. Alors on abaisse les tubes des 88. À Arras, quand les blindés britanniques surprennent la 7e division blindée de Rommel, ces chars légers reculent et toute la position vacille. Rommel ordonne alors de pointer tout ce qui peut tirer droit devant. Les servants couchent les canons, visent les chars qui avancent, et les coups au but s'enchaînent. À partir de là, les Allemands ne regardent plus le 88 comme une simple arme de défense aérienne. Sa vitesse initiale, sa précision, sa trajectoire tendue et ses optiques collent parfaitement aux grands espaces du désert. Bientôt, le front de l'Est lui offre aussi ce rôle. Avec les obus perforants Panzergranate 39 et 40, il menace environ 100 mm de blindage à 2 km. Puis vient le choc contre les blindés lourds soviétiques. Les armes anti-chars anti-mande peinent, et le 88 est rappelé en urgence. Au début de cette phase, il fait presque figure de recours indispensable contre ces chars. Mais une pièce tractée attire vite tous les regards. Chasseurs, bombardiers, chars, tireurs isolés, fantassins. Sa puissance tue, ses servants meurent. Il faut donc protéger l'arme et la rendre mobile. Le canon anti-aérien devient canon anti-char. De cette logique naît le 88 du Tiger I, entré en service vers la fin de 1942. Si l'histoire des blindés vous parle un peu, le 88 du Tiger a forcément laissé une trace. Les équipages alliés le redoutent, et les chasseurs de chars comme le Nashorn ou l'éléphant emportent ensuite une version encore plus puissante, le PAC-43. Ces véhicules ont leurs faiblesses mécaniques, mais leur canon est souvent décrit, des deux côtés, comme l'une des meilleures armes anti-chars de la guerre. Avec de bonnes optiques, il détruit des chars à des distances où l'adversaire peine même à répondre. Cela ne sauve pas l'Allemagne, évidemment. Mais des colonnes alliées en paient le prix. Puis, en 1943, le ciel bascule. Les Alliés mènent des bombardements jour et nuit contre l'industrie allemande, et des zones civiles sont aussi frappées. Les servants de Flak restent en alerte permanente près des cibles vitales. Leur danger augmente encore quand les bombardiers larguent des munitions destinées à faire taire les batteries. Ces bombes éclatent au-dessus des positions supposées et les criblent d'éclats. Les chasseurs bombardiers attaquent aussi en rase-motte. Dans la seconde moitié de la guerre, les pertes des batteries de Flak montent jusqu'à 50, parfois 70%, et pire encore dans les derniers mois. Comme le front bouge vite, beaucoup de pièces sont seulement enterrées à la hâte ou posées à découvert. Certaines reçoivent pourtant des emplacements en béton. Et là, il faut parler des tours de Flak. Ce sont d'énormes plateformes fortifiées, à la fois batteries anti-aériennes et abris pour des milliers de civils. Des forteresses verticales, autonomes, blindées de béton. L'histoire les oublie souvent, alors qu'elles comptent parmi les ouvrages défensifs allemands les plus massifs et les plus sophistiqués du conflit. 8 grands complexes protègent Berlin, Hambourg et Vienne. Chaque tour reçoit des murs de béton armés d'environ 3 mètres, capables d'encaisser des impacts directs de bombes de 500 kg. À l'intérieur, on trouve plusieurs niveaux: munitions, infirmerie, réserve, zone d'abri. Sur les plateformes, les pièces lourdes dominent, notamment 4 affûts doubles de 12,8 cm, appuyés par des 88, puis par des canons automatiques de 37 et 20 mm contre les avions bas. Leur feu est impressionnant.
Mais elles sont trop rares, et les alliés peuvent simplement les éviter. Quand la guerre touche à sa fin, ces tours de flaques deviennent des forteresses de dernier recours. Certaines figurent parmi les dernières positions à tomber. Aujourd'hui, quelques-unes ont même été reconverties en musées visitables.